Bonjour, je m'appelle Mia, j'ai 28 ans, et je pensais savoir à quoi ressemblait l'amour familial. En grandissant, j'ai toujours cru que, quoi qu'il arrive, votre famille serait là pour vous soutenir vents et marées. C'est ce que les mères sont censées faire, n'est-ce pas? Être aux côtés de leurs enfants, célébrer leurs victoires, les aider à surmonter leurs difficultés. Mais parfois, la vie a une drôle de façon de vous montrer que les personnes en qui vous avez le plus confiance peuvent être celles qui vous blessent le plus profondément. Le week-end de la Toussaint dernier, lors de ce qui aurait dû être une célébration de la gratitude et de l'union, ma mère a dit quelque chose qui a brisé tout ce que je croyais de notre relation. Ce fut le moment qui a tout changé, pour toujours. Avant de partager ce qui s'est passé ce soir-là, j'aimerais savoir d'où vous me regardez. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » si vous vous êtes déjà senti sous-estimé par votre famille et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de vie réelle. Croyez-moi, celle-ci vous fera réfléchir à ce que signifie vraiment la famille. Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, vous devez connaître l'histoire entre ma mère, Patricia et moi. Notre relation a toujours été compliquée, mais elle n'a pas toujours été ainsi. Quand j'étais petite, avant que mon père, David, ne meure quand j'avais 12 ans, les choses semblaient différentes. Papa avait cette façon d'équilibrer les angles vifs de maman, de rendre notre maison chaleureuse et accueillante. Il était la colle qui nous unissait, le calme au milieu de ces tempêtes silencieuses. Je me souviens des dimanches après-midi passés dans le jardin, papa m'apprenant à reconnaître les oiseaux pendant que maman nous regardait depuis la fenêtre de la cuisine, un sourire rare mais sincère sur les lèvres. Ces moments étaient précieux, des poches de lumière dans une enfance qui allait bientôt s'assombrir. Mais après l'avoir perdue, tout a changé. Pas seulement parce que nous étions en deuil, mais parce que nous avons soudainement commencé à avoir des difficultés financières comme jamais auparavant. La mort de papa n'a pas seulement laissé un vide émotionnel, elle a creusé un cratère dans nos finances. Maman a dû prendre 2 emplois juste pour joindre les 2 bouts. Et je pouvais voir le stress la ronger jour après jour. Je la voyais s'endormir sur la table de la cuisine, les factures éparpillées autour d'elle, son visage marqué par une fatigue qui semblait s'être incrustée dans sa peau. Mais quelque part en chemin, ce stress s'est transformé en autre chose. Il est devenu du ressentiment. Et malheureusement, une grande partie de ce ressentiment semblait atterrir directement sur mes épaules. Je suis devenue le rappel de tout ce qui était difficile dans sa vie. Chaque frais de scolarité, chaque rendez-vous chez le médecin, chaque demande d'argent pour la cantine devenait une preuve de combien je lui coûtais. J'étais la preuve vivante de la vie qu'elle aurait pu avoir si elle n'avait pas eu à s'occuper de moi. Les commentaires ont commencé modestement. Des petites remarques insidieuses qui se glissaient dans nos conversations quotidiennes. Des réflexions sur le prix de mon éducation, sur le fait que les autres enfants n'avaient pas besoin d'autant de choses, sur le fait que si elle n'avait pas à s'inquiéter pour moi, peut-être qu'elle pourrait enfin se détendre. Quand je tombais malade et que j'avais besoin de médicaments, elle soupirait lourdement en marmonnant qu'elle ne pouvait pas se permettre une autre facture. Quand j'avais besoin de fournitures sans scolaires, elle s'assurait que je sache exactement combien coûtait chaque article et à quel point elle devait travailler dur pour le payer. Ce cahier, dit-elle en le posant sur la table. C'est 1 heure de mon travail? J'espère que tu l'utiliseras bien. Chaque dépense était une transaction, et le prix était ma culpabilité. J'ai grandi avec ce poids constant sur les épaules, le sentiment d'être une dette ambulante. Mais j'étais déterminée à changer ce récit. Je me suis jetée corps et âme dans mes études, obtenant une bourse complète pour une grande école de design graphique. Je pensais que peut-être, alors, elle serait fière.
Peut-être, alors, verrait-elle que son investissement en moi en valait la peine. Mais même cet accomplissement a été accueilli par un commentaire dédaigneux sur la chance que j'avais d'avoir une école gratuite, puisque de toute façon, nous n'aurions jamais pu la payer. Il n'y a pas eu de « félicitations, ma chérie », juste un « au moins ça nous économisera de l'argent ». L'université a été mon évasion. Pendant 4 ans, j'ai pu me concentrer sur le développement de mes compétences et la préparation d'une carrière qui prouverait enfin ma valeur. Je n'étais plus seulement la fille de Patricia qui coûte cher. J'étais Mia, l'étudiante talentueuse. J'étudiais tard dans la nuit, la caféine comme principale compagne, prenais des stages non rémunérés qui m'offraient une expérience précieuse et j'ai obtenu mon diplôme avec mention. J'ai travaillé sans relâche, non seulement pour mon avenir, mais pour effacer l'étiquette de fardeau qu'elle m'avait collée. Mais quand j'ai traversé la scène pour recevoir mon diplôme, maman n'était pas dans le public. Elle a dit qu'elle devait travailler et ne pouvait pas prendre sa journée. Je l'ai cherchée dans la foule, espérant voir son visage. Mais il n'y avait qu'une chaise vide là où elle aurait dû être. Ce soir-là, au lieu de célébrer, j'ai mangé seule dans mon petit studio. Mon diplôme posé sur la table, comme une accusation silencieuse. La solitude de cette soirée était plus douloureuse que toutes les années de remarques acerbes. C'était la confirmation silencieuse que mes succès, aussi grands soient-ils, ne suffiraient jamais à combler le fossé entre nous. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai lutté comme la plupart des jeunes diplômés. Le domaine du design graphique est compétitif et trouver un travail stable a pris du temps. J'ai accepté des projets en freelance pour des salaires dérisoires, travaillé à temps partiel dans la vente au détail, sentant le jugement de ma mère à chaque appel téléphonique. J'ai lentement constitué mon portfolio, chaque projet étant une brique de plus dans le mur que je construisais autour de mon indépendance. Chaque fois que je rentrais à la maison pendant ces années de vache maigre, maman faisait des commentaires sur le fait que mon éducation coûteuse ne rapportait pas grand-chose, n'est-ce pas? Toujours à vendre des pulls? Me demandait-elle avec un sourire en coin. Je pensais que les artistes gagnaient mieux leur vie. Mais j'ai continué à avancer, alimentée par une détermination féroce à lui prouver qu'elle avait tort. L'année dernière, tout s'est enfin mis en place. J'ai décroché un poste dans une prestigieuse agence de publicité en centre-ville. Et 6 mois plus tard, ils m'ont promu au poste de designer graphique senior avec un salaire qui me permettait enfin de vivre confortablement. Je me souviens du jour où j'ai reçu la nouvelle de ma promotion. J'ai appelé ma mère en premier, le cœur battant d'excitation. Sa réaction a été tiède. « Ah, c'est bien », a-t-elle dit. « Fais attention de ne pas tout dépenser d'un coup. » J'ai emménagé dans un bel appartement, j'ai commencé à économiser de l'argent et pour la première fois de ma vie d'adulte, je me suis sentie en sécurité financière. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision d'organiser le dîner de la Toussaint. Je voulais montrer à ma famille, en particulier à maman, que j'avais réussi, que toutes ces années de lutte avaient abouti à quelque chose de significatif. Je voulais qu'ils voient mon appartement, qu'ils goûtent à la nourriture que j'avais payée avec mon propre argent et qu'ils reconnaissent, ne serait-ce qu'un instant, que je n'étais plus un fardeau. J'ai passé des semaines à planifier le dîner parfait. J'ai fait des recherches sur les recettes, acheté les meilleurs ingrédients et préparé chaque plat à partir de zéro. Mon appartement n'avait jamais été aussi beau. J'ai disposé des fleurs fraîches, poli chaque surface et mis la table avec le service en porcelaine de ma grand-mère, que j'avais soigneusement économisé pour racheter lors de la vente de sa succession des années auparavant. Cet ensemble était le seul lien tangible qui me restait avec la chaleur de mon enfance, une relique d'une époque où notre famille se sentait encore entière. Je devrais, probablement vous présenter les personnages qui allaient nous rejoindre pour cette Toussaint, car comprendre la dynamique familiale est crucial pour ce qui s'est passé plus tard. Ma mère,
Patricia, a toujours vécu dans l'ombre de son frère aîné, Robert, devenu un promoteur immobilier prospère. Oncle Robert ne manquait jamais une occasion de rappeler à tout le monde ses réussites, arrivant dans sa voiture de luxe et portant des costumes coûteux aux réunions de famille. Il parlait fort, riait encore plus fort, et avait une façon de dominer chaque conversation, la ramenant inévitablement à ses derniers contrats ou acquisitions. Sa femme, ma tante Suzanne, était une ancienne institutrice qui avait développé un talent pour les commentaires passifs-agressifs enveloppés dans de doux sourires. Elle avait cette façon de vous faire un compliment qui, d'une manière ou d'une autre, vous faisait vous sentir plus mal dans votre peau. « Oh, cette robe! Y est charmante, Mia! C'est tellement courageux de porter des couleurs aussi vives, » disait-elle, vous laissant vous demander si vous aviez l'air d'un clown. Leur fille Jessica, ma cousine, de 2 ans mon aînée, avait toujours été présentée comme l'enfant prodige de notre génération. Elle avait épousé son amour de lycée, avait 2 enfants adorables, et enseignait dans la même école où tante Suzanne avait travaillé. Aux yeux de maman, Jessica était tout ce qu'une fille devrait être, stable, prévisible et dévouée à sa famille. Elle incarnait un idéal de réussite féminine traditionnelle que je, avec ma carrière créative et mon indépendance farouche, avais ostensiblement rejeté. Puis, il y avait Marc, le fils de l'oncle Robert, de 2 ans mon cadet. À 26 ans, Marc vivait toujours chez ses parents, ne parvenait pas à conserver un emploi plus de quelques mois et avait un problème d'alcool que tout le monde faisait semblant de ne pas voir. Mais d'une manière ou d'une autre, dans la logique tordue de notre famille, Marc était toujours traité avec plus de respect que moi. Ses échecs étaient expliqués comme une phase de recherche de soi, ou le signe d'un esprit trop créatif pour le travail traditionnel. « Il a juste besoin de trouver sa voie », disait tante Suzanne, tandis que mes réussites étaient qualifiées de chance ou d'imprudence financière. La semaine précédant la Toussaint, j'ai appelé maman pour finaliser le menu et m'assurer que tout le monde pouvait s'adapter à d'éventuelles restrictions alimentaires. Au cours de cette conversation, elle a fait plusieurs commentaires qui auraient dû m'avertir de ce qui allait arriver. Elle a demandé si mon appartement était assez grand pour tout le monde, a suggéré que nous aurions peut-être dû aller chez Jessica, car elle avait plus d'expérience en matière de réception, et s'est demandé à voix haute si je ne faisais pas étalage de M à réussite en insistant pour organiser le repas. « Tu sais, Mia, la simplicité a aussi son charme. Pas besoin de faire tout un spectacle, » avait-elle glissé. Mais j'ai balayé ses préoccupations. J'étais excitée à l'idée de partager mon succès. Et je croyais vraiment qu'une fois que tout le monde verrait à quel point je m'en sortais bien, la dynamique changerait. Mon petit ami Thomas, qui était avec moi depuis 8 mois à ce moment-là, avait déjà assisté à certaines de ces interactions familiales et m'avait gentiment suggéré que mes attentes étaient peut-être trop élevées. « Chérie, tu n'as rien à leur prouver », me disait-il souvent. Mais je l'ai convaincu que cette fois-ci serait différente. Thomas avait grandi dans une famille chaleureuse et solidaire où les réussites étaient célébrées et les échecs accueillis avec des encouragements à réessayer. Il ne pouvait pas vraiment comprendre pourquoi j'étais si anxieuse à l'idée de faire mes premières uves auprès de gens qui auraient dû être fiers de moi quoi qu'il arrive. Sa perspective était à la fois réconfortante et déchirante, car elle me montrait à quoi pouvaient ressembler des relations familiales saines, un monde qui me semblait aussi lointain que la lune. La veille de la Toussaint, alors que je mettais les dernières touches à mon appartement et que je préparais les ingrédients pour le festin du lendemain, j'ai ressenti un mélange d'excitation et d'anxiété que je ne parvenais pas à dissiper. J'avais dépensé près de 1 000 € pour ce dîner, voulant que tout soit parfait. Le chapon était bio et élevé en plein air. Le vin avait été soigneusement sélectionné et chaque plat d'accompagnement était fait maison avec les meilleurs ingrédients que je pouvais me permettre. C'était plus qu'un repas. C'était une déclaration.
C'était ma façon de dire « Regardez, je ne suis pas un fardeau, je suis une réussite ». Le matin de la Toussaint est arrivé avec un air d'automne frais et la promesse de ce que j'espérais être un nouveau départ pour mes relations familiales. Je me suis levée tôt pour commencer la cuisson du chapon et entamer le processus de préparation élaboré que j'avais planifié. Thomas est arrivé vers 9 heures du matin pour m'aider avec les derniers préparatifs. Je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux alors qu'il me regardait vérifier et revérifier frénétiquement chaque détail. « Tout est parfait, Mia. »« Respire », me dit-il doucement, en posant ses mains sur mes épaules tendues. Mais je ne pouvais pas me détendre. L'enjeu me semblait trop important. Les premiers membres de la famille à arriver furent oncle Robert et tante Suzanne, qui entrèrent dans mon appartement avec le genre d'expression que l'on pourrait avoir en visitant une exposition de musée qui ne les impressionne pas particulièrement. Oncle Robert commença immédiatement à évaluer mon espace de vie homme s'il effectuait une expertise immobilière, commentant la superficie en mètres carrés et se demandant si le quartier était vraiment aussi sûr qu'il en avait l'air. « Tu es propriétaire ou locataire? Les charges ne sont pas trop élevées ici ?» demanda-t-il, son regard scrutant les plaintes comme s'il y cherchait des défauts. L'approche de tante Suzanne était plus subtile, mais tout aussi cinglante. Elle complimenta mes choix de décoration avec des phrases comme « Quelle audace d'avoir choisi des couleurs aussi vives !» et « C'est si agréable que tu sois à l'aise avec le minimalisme ». Chaque compliment avait une nuance qui suggérait que j'avais d'une manière ou d'une autre manqué la cible du bon goût et de la vie d'adulte convenable. Quand maman arriva avec Jessica et sa famille, le vrai spectacle commença. Elle traversa mon appartement, montrant des choses à Jessica comme si elle faisait une visite guidée. « Regarde combien Mia a dépensé. C'est pour ce canapé, » dit-elle en passant la main sur le tissu. « Ça doit être agréable d'avoir de l'argent à jeter par les fenêtres comme ça. » Lorsque Jessica complimenta les magnifiques arrangements floraux que j'avais créés, maman détourna rapidement l'attention en racontant que Jessica faisait toujours ses propres centres de table et que c'était tellement plus personnel. Marc arriva en titubant environ 1 heure plus tard, ayant clairement déjà commencé à boire pour les fêtes, et s'installa immédiatement sur mon canapé coûteux, ses chaussures sales posées sur les coussins. Quand je lui ai demandé gentiment de retirer ses chaussures, maman a sauté à sa défense, disant que j'étais trop précieuse avec mes meubles et que la famille devrait se sentir à l'aise chez les autres. « Laisse-le tranquille, Mia. Ce n'est qu'un canapé, » dit-elle, comme si mon désir de prendre soin de mes biens était un défaut de caractère. Le début de l'après-midi eut rempli de petits moments comme ceci. Chaque effort que je faisais pour créer un environnement chaleureux et accueillant était d'une manière ou d'une autre transformé en une preuve de mes défauts de caractère. Soit j'en faisais trop, soit je dépensais trop d'argent, soit j'étais trop autoritaire sur la façon dont les choses devaient être faites. Thomas observait ces interactions avec un étonnement croissant, me disant plus tard qu'il n'avait jamais vu une famille travailler si dur pour rabaisser quelqu'un qui essayait de faire quelque chose de gentil pour eux. Quand nous nous sommes enfin assis pour le dîner, j'avais l'impression de marcher sur des œufs, bien que je sois dans ma propre maison. Le chapon était parfaitement cuit, les accompagnements délicieux et la présentation digne d'un restaurant. Mais au lieu de reconnaître l'effort et le talent qui avaient été mis dans ce repas, la conversation s'est rapidement tournée vers des comparaisons avec les précédentes réunions de famille. Maman passa 10 minutes à décrire en détail à quel point le repas de la Toussaint de Jessica avait été merveilleux l'année précédente, soulignant à quel point c'était chaleureux et confortable par rapport à ce qu'elle appelait mon approche sophistiquée. Oncle Robert intervint avec des histoires de restaurants chers où il était allé, faisant clairement comprendre que si ma nourriture était adéquate, elle n'était pas tout à fait à la hauteur des standards de quelqu'un qui avait vraiment réussi dans la vie.
J'ai mangé un chapon truffé la semaine dernière chez un chef étoilé, commença-t-il. C'était une autre dimension. Chaque compliment était nuancé. Chaque remarque positive était suivie d'un « mais ». Le message était clair. J'avais essayé, mais je n'avais pas tout à fait atteint leur niveau. Au fur et à mesure que le dîner avançait, la conversation a inévitablement dévié vers l'alcool. Et carrière, et les choix de vie. Ce que j'aurais dû prévoir, mais pour lequel je n'étais, d'une manière ou d'une autre, toujours pas préparé. Oncle Robert commença par parler de ses derniers développements immobiliers, s'assurant que tout le monde comprenait à quel point son entreprise était devenue prospère. Il jonglait avec les chiffres, mentionnant nonchalamment des contrats à 1 million d'euros et des clients exclusifs comme s'il s'agissait d'événements quotidiens. De là, les projecteurs se sont déplacés sur Jessica, maman menant la charge pour louer la carrière de sa nièce en tant qu'institutrice. « L'enseignement est un travail si noble ?» dit maman, sa voix remplie d'une chaleur que j'entendais rarement lorsqu'elle parlait de mes réalisations. Jessica façonne les jeunes esprits. Elle fait une réelle différence dans le monde. Tout le monde ne peut pas dire que son travail compte vraiment comme ça. L'implication flottait dans la ire comme de la fumée. Mon travail dans la publicité, apparemment, ne comptait pas de la même manière. Créer des campagnes visuelles qui aidaient les entreprises à réussir. Travailler avec des équipes pour résoudre des problèmes de communication complexes. Donner vie à des visions créatives. Rien de tout cela ne comptait comme un travail significatif à ses yeux. Oncle Robert hocha la tête sagement et ajouta son propre commentaire sur l'importance des carrières stables avec de bons avantages sociaux et des plans de retraite. « C'est ça le truc avec l'enseignement, » dit-il. « C'est à l'épreuve des récessions. Les gens auront toujours besoin d'enseignants, contrairement à certaines industries qui vont et viennent avec les modes. » J'ai essayé de réorienter la conversation en partageant des nouvelles de ma récente promotion et de l'augmentation de salaire qui l'accompagnait. J'ai expliqué comment l'agence de publicité avait reconnu mon travail, elle, et m'avait confié des responsabilités supplémentaires, notamment la gestion d'une équipe de designers juniors. Je pensais que cette preuve concrète de succès professionnel changerait certainement le ton de la discussion. Au lieu de cela, la réponse de maman fut de minimiser complètement ma réussite. « Eh bien, c'est facile d'être promu quand on est jeune et qu'on n'a pas de vraies responsabilités, » dit-elle d'un ton dédaigneux. « Attends d'avoir un crédit immobilier et des enfants, et on verra jusqu'où cette carrière te mènera. » Tante Suzanne intervint avec sa propre perspective, suggérant que ma génération avait des attentes irréalistes concernant le travail et l'argent. De mon temps, nous comprenions que le travail était une question de service, pas d'épanouissement personnel ou de gros salaire, dit-elle avec ce doux sourire qui rendait ses mots encore plus tranchants. La conversation a ensuite glissé vers les responsabilités finances. Une sphère familiale est ce que chacun de nous contribuait pour prendre soin des parents vieillissants et des besoins de la famille élargie. C'était un terrain dangereux, et je sentais le piège se refermer, mais j'y suis allée droit dedans quand même. Oncle Robert commença à parler de l'importance pour les membres de la famille qui réussissent d'aider ceux qui sont en difficulté. Il mentionna plusieurs façons dont il avait aidé ses parents au fil des ans, s'assurant que tout le monde comprenait sa générosité. Jessica ajouta des histoires sur l'aide apportée à ses beaux-parents et sa contribution à diverses urgences familiales au fil des ans. Puis, maman a préparé le terrain pour le coup dévastateur qui allait suivre. « C'est drôle comment la responsabilité familiale fonctionne ?» dit-elle en me regardant droit dans les yeux. Certaines personnes comprennent que le succès signifie aider les autres, et d'autres pensent que le succès signifie étendre des meubles chers et se faire remarquer. Je sentis le sang me monter aux joues, mais j'essayais de rester calme et de répondre rationnellement. J'expliquais que j'avais en fait aidé financièrement des membres de la famille pendant des années, mais plus discrètement que d'autres.
J'envoyais régulièrement de l'argent à maman depuis que j'avais eu mon premier emploi bien rémunéré. J'avais couvert les mensualités de la voiture de Marc à 2 reprises lorsqu'il était sans emploi. J'avais contribué à l'entreprise de l'oncle Robert lorsqu'il avait eu besoin d'un prêt à court terme, bien qu'il n'ait jamais reconnu publiquement cette aide. Mais au lieu de reconnaître ses contributions, la famille sembla faire bloc contre moi. Marc, qui était de plus en plus ivre et agressif tout au long du dîner, commença à faire des commentaires sur le fait que les gens qui vivent dans des appartements de luxe ne devraient pas faire la morale aux autres sur la responsabilité familiale. Oncle Robert se demanda si mon aide financière avait vraiment été aussi importante que je le prétendais. Le pire fut de voir le visage de Thomas alors qu'il assistait à cette attaque coordonnée contre quelqu'un qu'il aimait. Il a essayé à plusieurs reprises de réorienter la conversation ou de défendre mes réalisations. Mais chaque tentative a été rapidement étouffée ou ignorée. Je pouvais le voir lutter pour comprendre comment une famille pouvait traiter l'un des siens de cette façon, en particulier quelqu'un qui avait travaillé si dur pour se construire une vie dont ils auraient dû être fiers. Le moment qui a tout changé est survenu lors de ce qui aurait dû être une conversation décontractée sur les futures réunions de famille et les projets de vacances. Nous étions passés de la table à manger au salon et je servais le café et la tarte au potimarron faite maison que j'avais passé des heures à perfectionner la veille. L'atmosphère avait été tendue toute la soirée, mais j'espérais encore que nous pourrions terminer sur une note positive. Maman était assise dans mon fauteuil préféré, celui pour lequel j'avais économisé pendant des mois, et elle tenait sa tasse de café avec une sorte de précision délicate qui, d'une manière ou d'une autre, donnait l'impression qu'elle critiquait mon choix de vaisselle. Jessica montrait à tout le monde sur son téléphone des photos des récentes activités scolaires de ses enfants, et la pièce était remplie de l'admiration chaleureuse que j'avais tant désirée toute la soirée. « Jessica, tu es une mère si merveilleuse, » dit maman, sa voix douce d'une affection sincère. « Tes enfants ont tellement de chance d'avoir quelqu'un qui fait passer leurs besoins en premier, quelqu'un sur qui ils peuvent toujours compter. » Oncle Robert hocha la tête en signe d'accord et ajouta « C'est ça, la famille. Être là les uns pour l'autre. Les autres, être fiable, être le genre de personne sur qui les autres peuvent compter. » J'ai vu une ouverture dans la conversation et j'ai essayé une fois de plus de partager quelque chose de positif sur ma propre vie. J'ai mentionné que Thomas et moi avions parlé de notre avenir ensemble, de peut-être commencer à penser au mariage et éventuellement à avoir des enfants nous-mêmes. Je pensais que cela leur montrerait que je comprenais les valeurs familiales, que je n'étais pas seulement concentrée sur ma carrière et mon succès matériel, mais au lieu de la réponse chaleureuse que les nouvelles familiales de Jessica avaient reçue, ma nouvelle a été accueillie avec un autre type d'attention. L'expression de maman a changé et je l'ai vue se préparer à livrer ce qu'elle pensait probablement être une leçon de dure réalité nécessaire. « Mia, ma chérie ?» dit-elle, et la fausse douceur de sa voix aurait dû m'avertir de ce qui allait arriver. « Je pense que tu dois être réaliste quant à ta situation. Ce n'est pas parce que tu as un bel appartement et un travail décent en ce moment que tu es prête pour le genre de responsabilité qui accompagne le mariage et la famille. » Tante Suzanne hocha la tête d'un air entendu et ajouta « Il est important d'être financièrement stable avant de prendre des obligations envers d'autres personnes. Tu veux t'assurer que tu peux contribuer à un partenariat, pas être un poids pour lui. » Je sentis le nœud familier se former dans mon estomac, mais j'essayais de me défendre calmement. J'expliquais que j'étais financièrement stable, que ma carrière progressait bien, et que Thomas et moi étions tous les deux des adultes responsables qui avions mûrement réfléchi à notre avenir ensemble. C'est alors que maman a prononcé les mots qui allaient résonner dans mon esprit pendant des mois. Elle posa sa tasse de café, me regarda droit dans les yeux avec une expression sillon de ce qu'elle pensait probablement être de la sagesse maternelle, et dit avec une conviction totale « Honnêtement, Mia, tu peux décorer cet endroit et cuisiner des repas sophistiqués.
Mais tu seras toujours un fardeau pour cette famille. Nous le savons tous. Le silence qui suivit fut assourdissant. Même Marc, qui avait fait des commentaires narquois toute la soirée, sembla choqué par la brutalité de ce qu'elle venait de dire. La tasse de café de Thomas s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres et je vis son visage passer de la surprise à la colère, puis à une fureur protectrice en l'espace d'environ 3 secondes. Mais ce fut la réaction des autres membres de la famille qui me brisa vraiment le cœur. Oncle Robert devint soudainement très intéressé par son téléphone. Tante Suzanne examina ses ongles comme s'il détenait les secrets de l'univers. Jessica fixe ses genoux, refusant de croiser le regard de qui que ce soit. Marc, pour la première fois de la soirée, semblait mal à l'aise, mais pas assez pour dire quoi que ce soit pour ma défense. Dans ce moment de silence, quelque chose en moi s'est brisé. Mais quelque chose d'autre est né. Toutes ces années à essayer de me prouver digne d'amour et d'acceptation. Toutes ces heures à me demander ce que je faisais de mal. Tous ces moments où je me sentais pas tout à fait assez bien. Soudain, tout est devenu clair. Il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait d'eux, qui avaient besoin que quelqu'un soit moins pour qu'ils puissent se sentir mieux dans leur peau. Je sentis la main de Thomas chercher la mienne sous la table et son contact me donna la force dont j'avais besoin pour trouver ma voie. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'allais dire ma vérité à cette famille. Au diable les conséquences. Ce qui s'est passé ensuite a surpris tout le monde dans cette pièce, y compris moi. Au lieu de m'effondrer sous le poids des mots cruels de maman comme je l'avais fait tant de fois auparavant, j'ai senti quelque chose changer en moi. Toutes ces années à avaler des insultes, à accepter les critiques et à essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné librement, avaient mené à ce moment. J'en avais fini d'être leur punching ball émotionnel. Je me suis levée lentement et ma voix était stable quand j'ai parlé, ce qui a semblé les surprendre plus que si j'avais commencé à crier. « Tu sais quoi, maman ?» ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. « Tu as absolument raison. J'ai été un fardeau pour cette famille, mais pas de la façon que tu imagines. » La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre le café refroidir dans leur tasse. J'ai continué. J'ai été un fardeau parce que j'ai passé toute ma vie d'adulte à essayer d'obtenir l'approbation de gens qui n'allaient jamais me la donner. J'ai été un fardeau parce que j'ai continué à croire que si seulement je travaillais assez dur, si j'accomplissais assez de choses, si je donnais assez, peut-être que vous seriez enfin fiers de moi. Maman a ouvert la bouche pour m'interrompre, mais j'ai levé la main et j'ai continué. Laisse-moi finir, parce que je vais dire ça une fois et ensuite, nous allons avoir une relation très différente à l'avenir. Je me suis tournée pour m'adresser à toute la pièce, en regardant chaque personne dans les yeux pendant que je parlais. Oncle Robert, tu veux parler de responsabilité familiale? J'envoie 500 € à ma mère chaque mois depuis 2 ans pour l'aider avec ses dépenses. Ça fait 12 000 € au cas où tu tiendrais les comptes. L'expression confiante de l'oncle Robert a vacillé et je l'ai vu jeter un regard incertain à maman qui me fixait avec un mélange de choc et de colère. « Marc » ai-je continué, me tournant vers mon cousin, qui semblait soudainement très sobre. « Tu te souviens quand tu ne pouvais pas payer les mensualités de ta voiture l'hiver dernier? Et encore ce printemps? J'ai couvert les deux pour toi. C'était 1 400 € au total. Et quand tu as eu besoin d'argent pour cette formation que tu n'as jamais terminée, encore 800 €. Marc a commencé à dire quelque chose, mais je n'avais pas fini. Et oncle Robert, quand tu as eu besoin de ce prêt professionnel à court terme il y a 18 mois, parce que tes créances étaient bloquées dans ce grand projet de développement, je t'ai donné 15 000 €. Tu me les as remboursés finalement,
Mais tu n'en as jamais parlé à personne d'autre, n'est-ce pas? Le silence devenait inconfortable pour eux, maintenant. Mais je ne faisais que commencer. J'avais des années de vérité refoulées à partager. Jessica, ai-je dit en me tournant vers ma cousine, qui ne pouvait toujours pas croiser mon regard. J'ai contribué à chaque fête d'anniversaire, chaque kermesse d'école et chaque urgence familiale pour tes enfants. Quand ton mari était au chômage l'année dernière, qui penses-tu à payer pour leur cadeau de Noël? Ce n'était pas le Père Noël. Maintenant, je me suis retournée vers maman, et ma voix s'est affermie à chaque mot. Et toi, maman? Tu veux m'appeler un fardeau? Je te soutiens financièrement tout en t'écoutant dire à qui veut l'entendre à quel point tu es déçu de moi. Je couvre tes dépenses pendant que tu loues Marc pour son potentiel et Jessica pour son noble choix de carrière. Maman a finalement retrouvé sa voix. Mia, tu es dramatique. Ce n'est pas comme ça que les choses sont. Non, maman, ai-je dit fermement. C'est exactement comme ça que les choses sont. Mais voici ce qui va changer. J'ai fini de m'excuser pour mon succès. J'ai fini d'essayer de me faire plus petite pour que vous puissiez vous sentir plus grand. J'ai fini d'être reconnaissante pour des miettes d'approbation de la part de gens qui devraient célébrer mes réussites. Thomas a serré ma main plus fort et je pouvais voir la fierté dans ses yeux. Cela m'a donné le courage de continuer. J'ai travaillé pour payer mes études pendant que tu te plaignais du coût de mes livres. J'ai construit une carrière pendant que tu la dénigrais comme étant sans importance. J'ai atteint la stabilité financière pendant que tu prédisais mon échec. Et malgré tout ça, j'ai continué à essayer de gagner ton approbation en te donnant mon temps, mon énergie et mon argent. Tante Suzanne a essayé d'intervenir avec quelque chose sur l'harmonie familiale, mais je l'ai coupée. Tante Suzanne, tu as passé toute cette soirée à faire des commentaires passifs-agressifs sur ma maison, mes choix et ma vie. Tu veux parler d'harmonie familiale? L'harmonie n'exige pas que je prétende que tes insultes sont des compliments. La dynamique du pouvoir dans la pièce avait complètement changé et je pouvais les voir tous lutter pour s'adapter à cette nouvelle version de moi. La version qui n'accepterait pas les mauvais traitements avec un sourire. Ce qui a suivi a été la conversation la plus honnête que j'ai jamais eue avec ma famille. Bien que l'appeler une conversation soit peut-être généreux, car c'était surtout moi qui fixais des limites, pendant qu'ils essayaient diverses stratégies pour restaurer la dynamique précédente. La première approche de maman a été d'essayer de minimiser ce qu'elle avait dit, suggérant que je surréagissais à ce qu'elle prétendait être juste un retour honnête de la famille. J'essayais juste de t'aider à être réaliste sur ta situation, dit-elle. Mais sa voix manquait de conviction. Non, maman, ai-je répondu calmement. Appeler ta fille un fardeau devant toute la famille n'est pas un retour utile. C'est de la cruauté. Et j'ai fini de prétendre que c'est autre chose. Oncle Robert a essayé une autre tactique, Sug, errant que les familles disent tout parfois des choses qu'elles ne pensent pas quand les émotions sont fortes. Nous sommes tous de la même famille ici, Mia. La famille pardonne et va de l'avant. Je l'ai regardé fixement et j'ai dit « Tu as absolument raison, oncle Robert. La famille devrait pardonner et aller de l'avant. Alors, je vais vous pardonner à tous pour des années à me traiter comme si j'étais en quelque sorte défectueuse pour avoir réussi par mes propres moyens. Mais aller de l'avant sera très différent de revenir en arrière. » Jessica a finalement pris la parole, sa voix petite et incertaine. « Mia, je pense que nous nous sommes peut-être tous emportés ce soir. Tu sais que nous tenons à toi. » « Vraiment, Jessica ?» ai-je demandé, non pas méchamment, mais avec une curiosité sincère. Parce que tenir à quelqu'un, ça ne ressemble pas à ce que j'ai vécu ce soir. Tenir à quelqu'un, c'est célébrer ses réussites au lieu de les minimiser. Tenir à quelqu'un, c'est défendre un membre de sa famille quand il est attaqué.
Pas rester assis en silence pendant que ça arrive. La pièce est retombée dans le silence, et je pouvais les voir assimiler cette nouvelle réalité où je n'accepterais pas les mauvais traitements, en les appelant de l'amour. Thomas a finalement parlé, sa voix contrôlée, mais avec une pointe de colère que j'entendais rarement de sa part. Je suis assis ici toute la soirée, à regarder des gens qui sont censés aimer Mia démolir systématiquement tout ce qu'elle a accompli. Je l'ai vu essayer encore et encore de partager de bonnes nouvelles et de se les voir rejetées ou transformées en critiques. Ce que j'ai vu ce soir, ce n'était pas un dîner de famille. C'était du harcèlement. Maman s'est tournée vers Thomas avec un éclair de colère. Vous ne comprenez pas notre dynamique familiale. Nous avons toujours été honnêtes les uns avec les autres. Il y a une différence entre l'honnêteté et la cruauté, répondit Thomas calmement. Et ce qui s'est passé ici ce soir, c'était de la cruauté. J'ai ressenti une vague de gratitude pour le soutien de Thomas. Mais je savais aussi que c'était ma bataille à mener. Thomas a raison, et ce n'est pas son combat. Il s'agit de moi, qui me défend enfin, après des années, à accepter un traitement inacceptable. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai énoncé les limites que j'avais formulées dans mon esprit. Voici comment les choses vont fonctionner à partir de maintenant. Je n'assisterai plus aux réunions de famille où l'on attend de moi que je sois un punching ball verbal pour les insécurités de tout le monde. Je ne fournirai plus de soutien financier aux membres de la famille qui ne me montrent aucun respect. Je ne m'excuserai plus pour mon succès et n'essaierai plus de le cacher pour mettre les autres à l'aise. Les protestations ont commencé immédiatement. Marc s'est plaint que j'étais injuste et rancunière. Tante Suzanne a suggéré que je laissais l'orgueil entraver les relations familiales. Oncle Robert a essayé de me convaincre que je faisais une erreur que je regretterais. Mais la réaction de maman a été la plus révélatrice. Au lieu de s'excuser ou de reconnaître la douleur qu'elle avait causée, elle a persisté. « Très bien, Mia. Si c'est comme ça que tu veux être, alors c'est ton choix. Mais ne viens pas pleurer chez nous quand ta vie de luxe s'effondrera et que tu auras besoin de ta famille. » Ces mots ont confirmé tout ce que j'avais suspecté de ses motivations. Elle n'était pas seulement indifférente à mon succès. Elle espérait activement mon échec parce que mes réalisations contestaient le récit qu'elle avait construit à mon sujet. « Je ne viendrai pas te voir si ma vie s'effondre, maman, » ai-je dit tranquillement. Mais pas parce que je suis orgueilleuse ou têtue. Parce que j'ai enfin appris que la vraie famille vous élève au lieu d'attendre votre chute. La soirée s'est terminée par un départ gênant et inconfortable. Il n'y a pas eu de câlin d'adieu, pas de promesse de s'appeler bientôt, pas de tentative d'arrondir les angles avec de fausses amabilités. Ils ont rassemblé leurs manteaux et leurs sacs avec le genre d'efficacité silencieuse que les gens utilisent lorsqu'ils essaient d'échapper à une situation inconfortable. Après leur départ, Thomas et moi nous sommes assis dans mon salon, entourés des restes de ce que j'avais espéré être un dîner de famille parfait. Le chapon était à peine touché, le vin cher, presque pas bu, les desserts faits maison abandonnés sur le comptoir. Mais au lieu de me sentir dévastée par le gâchis et le conflit, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La paix. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais refusé d'accepter les mauvais traitements en elle, les appelant de l'amour. Les jours et les semaines qui ont suivi ce dîner de la Toussaint ont été un mélange de soulagement, de culpabilité, de tristesse et finalement d'une profonde croissance personnelle. Les conséquences immédiates ont été exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Mon téléphone a commencé à sonner le lendemain matin, divers membres de la famille essayant différentes approches pour restaurer la dynamique antérieure. Marc a appelé le premier, parlant un peu pâteux, même s'il était à peine 10 heures du matin, exigeant de savoir pourquoi j'agissais comme une telle garce et menaçant de dire à tout le monde quelle personne horrible j'étais. J'ai écouté son message vocal une fois et l'ai supprimé sans rappeler.
L'approche de tante Suzanne était plus subtile, mais tout aussi manipulatrice. Elle a envoyé un long SMS sur sa déception face à mon comportement, sur la façon dont j'avais embarrassé toute la famille et comment ma pauvre mère essayait juste de m'aider à devenir une meilleure personne. Elle a suggéré que je devais des excuses à tout le monde pour mon éclat, et que les adultes matures savent accepter la critique constructive. Oncle Robert a essayé l'approche commerciale, m'appelant pour me sermonner sur le fait de couper les ponts et d'endommager les relations professionnelles. Il m'a rappelé que les liens familiaux pouvaient être importants pour l'avancement de carrière et a suggéré que j'étais à courte vue dans ma réaction à ce qu'il a appelé un différend familial mineur. La réponse de Jessica a peut-être été la plus douloureuse, car elle s'est approchée le plus de ce que j'avais espéré, tout en échouant. Elle a appelé en pleurant, disant qu'elle se sentait terriblement mal à propos de ce qui s'était passé et qu'elle voulait arranger les choses. Mais quand je lui ai demandé directement si elle pensait que le commentaire de maman sur le fait que j'étais un fardeau était acceptable, elle n'a pas pu se résoudre à dire non. Au lieu de cela, elle a continué à essayer d'expliquer les motivations de chacun et à me demander de comprendre leur point de vue. La réponse la plus intéressante est venue de maman elle-même. Pendant la première semaine, elle ne m'a pas contactée du tout. Puis, j'ai reçu une série de SMS qui illustraient parfaitement son état d'esprit. Le premier message me reprochait d'avoir gâché la Toussaint et de l'avoir embarrassée devant la famille. Le deuxième message m'accusait d'être ingrate pour tout ce qu'elle avait sacrifié pour moi au fil des ans. Le troisième message menaçait de me rayer de sa vie si je ne m'excusais pas et ne redevenais pas la fille qu'elle attendait que je sois. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que ces menaces n'avaient plus de pouvoir sur moi. J'avais passé tant d'années à craindre de perdre son approbation que je n'avais jamais réalisé et à quel point elle m'en donnait peu. La menace de retrait de quelqu'un qui était déjà émotionnellement indisponible n'était pas le coup dévastateur auquel elle s'attendait. Je n'ai pas répondu à la plupart de ses contacts, ce qui a semblé dérouter tout le monde. Il s'attendait à ce que je m'excuse et que je revienne à la dynamique précédente, ou que je m'engage dans un drame et un conflit continu. Mon choix de simplement prendre du recul et de me concentrer sur ma propre vie n'était apparemment pas un scénario qu'ils avaient envisagé. Thomas a été incroyablement solidaire pendant cette période, mais je pouvais voir que le fait d'être témoin du comportement de ma famille avait été une révélation pour lui, d'une manière difficile à assimiler. Il avait grandi avec des parents qui célébraient ses réussites, des frères et sœurs qui soutenaient ses objectifs, et une famille élargie qui appréciait sincèrement de passer du temps ensemble. Idée que des membres d'une famille se sapent systématiquement les uns les autres, était étrangère à son expérience. J'essaie de comprendre leur motivation, m'a-t-il dit un soir, alors que nous nous promenions dans le parc près de mon appartement. Mais chaque explication que je trouve les fait paraître pire, pas meilleure. Cette conversation m'a aidé à réaliser quelque chose d'important. J'avais passé tant d'années à essayer de comprendre et d'excuser leur comportement que je ne l'avais jamais simplement accepté pour ce qu'il était. Ils me traitaient mal parce qu'ils choisissaient de me traiter mal. Ils minimisaient mes réussites parce que cela servait un besoin psychologique chez eux. Ils s'attendaient à ce que j'accepte les mauvais traitements parce que je les avais toujours acceptés auparavant. Le tournant dans mon processus de guérison est survenu lorsque j'ai décidé de commencer une thérapie avec une conseillère spécialisée. D'une conseillère spécialisée, 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 d'une conseillère spécialisée,
d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère spécialisée, d'une conseillère
spécialisée, une conseillère, 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 spécialisée, une En la dynamique familiale et les traumatismes émotionnels de l'enfance, le docteur Fournier. J'avais résisté à la thérapie pendant des années parce que je pensais que cela signifiait admettre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Mais j'ai finalement compris que la thérapie ne visait pas à me réparer. Il s'agissait d'apprendre des façons plus saines de naviguer dans les relations et de fixer des limites. Le docteur Fournier m'a aidé à comprendre des schémas qui m'étaient invisibles auparavant. Elle a expliqué comment les familles désignent parfois un membre comme le problème identifié ou le bouc émissaire, et comment ce rôle sert les besoins psychologiques des autres membres de la famille en leur donnant quelqu'un à blâmer pour leurs propres problèmes et insécurités. Au fil de nos séances, j'ai commencé à reconnaître la quantité d'énergie que j'avais dépensée à essayer de gérer les émotions et les réactions des autres. J'étais tellement concentrée sur l'obtention de l'approbation et l'évitement des conflits que je ne m'étais jamais demandé ce que je voulais réellement de ces relations. Le travail était difficile et parfois douloureux, mais il était aussi libérateur. J'ai commencé à comprendre que ma valeur en tant que personne n'était pas déterminée par l'opinion de ma famille sur moi. J'ai commencé à reconnaître mes propres réalisations et à célébrer mes propres succès sans avoir besoin de validation externe. Environ 6 semaines après la Toussaint, quelque chose d'intéressant s'est produit au travail. Mon superviseur a mentionné que je semblais plus confiante et décisive lors des réunions d'équipe. Mes collègues ont commencé à me demander mon avis plus souvent. Mon travail créatif s'est amélioré parce que je ne remettais plus en question chaque décision et ne m'excusais plus de prendre de la place. Les changements dans ma vie professionnelle m'ont fait réaliser à quel point mes relations familiales avaient affecté tous les autres domaines de ma vie. Quand on grandit en croyant qu'il faut mériter l'amour par la réussite et que ces réussites ne seront jamais assez bonnes de toute façon, cela crée un état constant d'anxiété et de doute de soi qui vous suit partout. Au fil des mois, j'ai commencé à comprendre à quoi ressemblent réellement des relations saines, et j'ai commencé à construire ces liens intentionnellement. Le contraste avec la dynamique de ma famille était saisissant et éclairant. Ma relation avec Thomas s'est approfondie alors qu'il était témoin de mon parcours vers la santé émotionnelle et les limites personnelles. Il m'a vu me transformer de quelqu'un qui s'excusait de prendre de la place à quelqu'un qui pouvait exprimer ses besoins et ses attentes avec confiance. Nos conversations sont devenues plus honnêtes, nos conflits plus productifs et nos liens plus forts. Tu es différente maintenant, m'a-t-il dit un soir alors que nous préparions le dîner ensemble dans ma cuisine. Pas différente dans ta personnalité profonde, mais différente dans ta façon de te mouvoir dans le monde. Tu sembles plus présente. Il avait raison. J'avais passé tant d'années à me préparer mentalement à la critique et au rejet que je n'avais pas été pleinement présente dans les expériences positives. Maintenant, je pouvais profiter des réussites sans attendre que quelqu'un les diminue. Je pouvais accepter les compliments sans les dévier immédiatement. Je pouvais prendre des décisions basées sur ce que je voulais plutôt que sur ce que je pensais éviterait la désapprobation. Au travail, j'ai commencé à nouer de véritables amitiés avec des collègues au lieu de simples relations professionnelles. Quand ma collègue Sarah m'a invitée à sa fête d'anniversaire, je n'ai pas passé 3 jours à analyser si elle voulait vraiment que je sois ou si elle était simplement polie. Quand mon coéquipier Michel m'a demandé mon avis sur un projet, j'ai partagé mes idées avec confiance au lieu de qualifier chaque suggestion d'excuse. De manière plus surprenante, j'ai commencé à développer des relations plus étroites avec des amis que je connaissais depuis des années,
mais que j'avais gardé à distance. J'ai réalisé que j'avais eu si peur d'être un fardeau que je n'avais jamais permis à personne de vraiment me connaître ou de m'aider. À mesure que je devenais plus ouverte sur mes difficultés et plus disposée à la fois à offrir et à accepter du soutien, ces amitiés se sont épanouies de manière inattendue. Mon amie Laure, que je connaissais depuis l'université, mais dont je ne m'étais jamais sentie vraiment proche, est devenue l'un de mes plus grands soutiens pendant cette transition. Quand je lui ai finalement raconté ce qui s'était passé avec ma famille, sa réponse a été immédiate, hâte et sans équivoque. « Mia, ça fait des années que je te regarde t'excuser pour ton succès, » a-t-elle dit. « Je t'ai vu minimiser tes réussites et t'inquiéter constamment de savoir si les gens t'apprécient. Je me suis toujours demandé d'où ça venait. Maintenant, je comprends. Avoir des amis qui célébraient sincèrement mes succès et me soutenaient dans les difficultés m'a montré ce qui me manquait dans mes relations familiales. Ces personnes n'avaient pas besoin que je réussisse moins pour qu'elles se sentent bien dans leur peau. Elles ne rivalisaient pas avec moi et n'essayaient pas de diminuer mes réalisations. Elles appréciaient simplement ma compagnie et voulaient de bonnes choses pour moi. Environ 4 mois après la Toussaint, j'ai reçu un appel inattendu de Jessica. Contrairement à ses tentatives de contact précédentes, cette conversation a semblé différente dès le début. Sa voix était plus posée et elle a demandé si nous pouvions nous retrouver pour un café pour parler en privé. Lorsque nous nous sommes rencontrés le week-end suivant, elle avait l'air fatiguée et incertaine. « J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé à la Toussaint, » a-t-elle commencé. « Et je reviens sans cesse à quelque chose que tu as dit ce soir-là. Tu as dit que tenir à quelqu'un, c'est défendre un membre de sa famille quand il est attaqué, pas rester assis en silence pendant que ça arrive. » J'ai attendu qu'elle continue, ne sachant pas où cette conversation allait mener. « Tu avais raison, » dit-elle doucement. Je suis restée assise là à regarder notre mère t'appeler un fardeau, et je n'ai rien dit. Je me suis dit que je restais en dehors de ça, mais en réalité, j'étais une lâche, et je fais ça depuis des années. Cette admission a ouvert une conversation sur la dynamique familiale que nous n'avions jamais pu avoir auparavant. Jessica a parlé de ses propres luttes avec les attentes et les critiques de maman, et comment elle avait appris à éviter d'être la cible en redirigeant l'attention sur moi. Elle a reconnu que cette stratégie l'avait protégée, mais qu'elle avait aussi aggravé mon expérience. Je ne sais pas si je suis assez forte pour lui tenir tête comme tu l'as fait, a dit Jessica honnêtement. Mais je veux que tu saches que je vois ce qui s'est passé, et je suis désolée de ne pas t'avoir soutenue quand tu en avais besoin. Cette conversation n'a pas immédiatement restauré notre relation, mais c'était le début d'un type de lien différent entre nous. Pour la première fois, nous avons parlé honnêtement de notre famille, au lieu de prétendre que tout était normal. Jessica a également partagé des informations qui m'ont aidé à comprendre une partie du comportement de maman. Apparemment, dans les semaines qui ont suivi la Toussaint, maman avait raconté à qui voulait l'entendre que j'étais devenue trop bien pour elle à famille et que je regardais tout le monde de haut à cause de mon succès. Elle se positionnait comme la victime d'une fille ingrate plutôt que d'examiner son propre comportement. Cette information était à la fois blessante et libératrice. Elle confirmait que maman n'allait pas assumer la responsabilité de ses paroles ou de ses actes, ce qui signifiait que je pouvais cesser d'espérer des excuses ou une reconnaissance qui ne viendrait jamais. Mais cela a également validé ma décision de m'éloigner de la relation, car cela montrait que son comportement était délibéré plutôt qu'accidentel. À peu près à la même époque, j'ai commencé à subir des pressions de la part de membres de la famille élargie qui n'étaient pas à la Toussaint, mais qui avaient entendu la version des faits de maman. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des mois m'ont soudainement appelé pour exprimer leur inquiétude quant à mon attitude et pour suggérer que
Il devrait me réconcilier avec maman pour le bien de la famille. Ces conversations ont été éclairantes, car elles m'ont montré comment les systèmes familiaux fonctionnent pour maintenir le dysfonctionnement. Plutôt que de tenir maman pour responsable de son comportement blessant, tout le monde se concentrait sur la pression à me faire accepter ce comportement et à reprendre mon rôle de bouc émissaire familial. La priorité était de maintenir l'apparence d'harmonie familiale plutôt que de s'attaquer réellement aux problèmes sous-jacents. J'ai appris à répondre à ces tactiques de pression avec des déclarations simples et claires. Je ne suis pas disposée à entretenir des relations où je suis constamment manquée de respect. Si cela change, je suis ouverte à la conversation. D'ici là, je me concentre sur les relations qui sont saines et solidaires. La plupart des gens ne savaient pas comment répondre à cette approche car elle ne leur donnait pas rien à contester ou à essayer de réparer. Je n'attaquais personne et ne demandais à personne de choisir un camp. J'énonçais simplement mes limites et vivais en accord avec elles. Cette période de ma vie m'a appris que la guérison n'exige pas que les autres changent leur comportement ou reconnaissent leurs erreurs. La guérison vient de l'acceptation de la réalité telle qu'elle est et de la prise de décision qui protège son propre bien-être. Je ne pouvais pas forcer maman à m'aimer différemment, mais je pouvais choisir de ne pas me soumettre à un traitement qui était nocif pour ma santé mentale et émotionnelle. Au moment de mon anniversaire suivant, en mars, je me sentais comme une personne complètement différente de celle que j'avais été lors de ce désastreux dîner de la Toussaint. Au lieu de redouter cette journée et de me demander si quelqu'un s'en souviendrait ou s'en soucierait, j'ai organisé une célébration avec des gens qui voulaient sincèrement être là. Thomas a organisé une fête surprise avec mes amis les plus proches et mes collègues. La soirée a été remplie de rires, d'affection sincère et de célébration de qui j'étais, plutôt que de critiques sur qui je n'étais pas. En regardant autour de moi dans la pièce les gens qui avaient choisi de faire partie de ma vie, j'ai réalisé que j'avais enfin trouvé ma vraie famille. Le moment le plus puissant est venu lorsque mon ami Michel a porté un toast qui m'a mis les larmes aux yeux. À Mia, qui nous a tous appris que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de refuser d'accepter moins que ce que l'on mérite. Merci de nous montrer à quoi ressemble la vraie force. Cette nuit-là, je n'ai reçu ni appel ni SMS de maman. Pour la première fois de ma vie, cela ne m'a pas fait de mal. Au contraire, c'était comme la confirmation que j'avais fait le bon choix en créant des limites qui protégeaient ma paix et mon bien-être. La femme qui avait passé des années à essayer de gagner l'approbation de gens déterminés à ne pas la lui donner avait disparu. À sa place, se trouvait quelqu'un qui comprenait que sa valeur n'était pas sujette à débat, que ses réalisations n'avaient pas besoin de validation externe, et que son amour n'avait pas à être mérité par un comportement parfait ou un sacrifice sans fin. En repensant à cette soirée de la Toussaint, je peux honnêtement dire que c'était l'une des meilleures choses qui me soit jamais arrivée. Non pas parce que la confrontation était agréable, ou parce que j'ai aimé blesser des gens que j'avais autrefois espéré satisfaire, mais parce qu'elle m'a forcé à me choisir, enfin. Elle m'a appris que parfois, le mot le plus important que l'on puisse apprendre à dire est non. Non au mauvais traitement, non à la manipulation, non aux relations qui exigent que vous soyez plus petit que vous n'êtes. Le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire est de refuser de vous faire petit pour le confort des autres. La famille devrait vous élever, pas vous démolir. Et s'ils ne peuvent pas célébrer votre succès, alors ils ne méritent pas une place au premier rang pour le voir se dérouler. Le véritable amour ne vous demande pas de vous excuser pour vos réalisations ou de cacher votre lumière pour que les autres se sentent mieux dans leur peau. Le véritable amour célèbre votre croissance, soutient vos rêves et choisit votre bien-être plutôt que leur propre convenance. Si quelqu'un dans votre vie échoue constamment à ce test, il est peut-être temps de vous demander si cette relation sert votre bien supérieur. Les personnes qui ont vraiment leur place dans votre vie
ne vous demanderont jamais d'être moins que ce que vous êtes. Elles vous mettront au défi de grandir, vous soutiendront dans les difficultés et célébreront vos victoires comme si c'était les leurs. Ce sont ces relations qui valent la peine qu'on se batte pour elles. Tout le reste, ce sont juste des gens avec qui vous partagez un ADN. Et vous? Avez-vous déjà dû fixer des limites avec des membres de votre famille qui ne pouvaient pas célébrer votre succès? Avez-vous trouvé le courage de vous éloigner de relations qui vous laissaient constamment un sentiment de petitesse? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre histoire. Votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour plus d'expériences de vie réelle sur la recherche de sa voix et l'établissement de limites saines. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec toute personne qui pourrait avoir besoin de se rappeler qu'elle mérite d'être traitée avec respect et gentillesse, même par les membres de sa famille. Merci d'avoir écouté mon histoire et de faire partie d'une communauté qui croit qu'il faut s'élever les uns les autres au lieu de se démolir. Rappelez-vous, vous êtes digne d'amour et de respect, exactement tel que vous êtes. Ne laissez jamais personne vous convaincre du contraire. D'ici la prochaine fois, soyez bienveillant envers vous-même et choisissez des relations qui vous choisissent en retour.